Salut les mutants, c'est John et West de la Marvel Team. Donc bienvenue pour cette LFAK Rune, je ne saurais pas vous dire. Ah, je sais plus parce que Bon, 4 ou 5, peut-être un truc comme ça. je sais même plus s'il faut encore les compter comme ça parce que Voilà, LFAK, on va dire tout court. Nouvelle LFAK, c'est plus court. ouais, parce que vu que maintenant c'est un nouveau format qui sort à des intervalles de temps un peu plus courts. Plus court, voilà, c'est ça. Donc on va dire LFAK et... Autant le mettre par sujet, voilà. Autant le mettre par sujet. Donc qu'est-ce que donc dans cette LFAK, bon, on va commencer. Bon, je vais commencer par une petite revue de presse, hein, revue de presse, comme j'aime bien faire. Donc premièrement, bon, je voulais juste, j'ai noté quelques trucs comme d'hab. Hein. Le premier truc dont je voulais parler, c'est un article que j'ai lu juste tout à l'heure là. C'était un article de Sylvain Durin, donc qui s'appelle De Greta à Gaïa. Donc après, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit parce que bon, lui, il a un point de vue catholique, etc. Enfin bref, voilà, on n'est pas forcément d'accord avec disons ça. Enfin, chacun sa foi, tu vois. C'est un truc sur les climats, sur le climat. Ouais, sur le climat. Mais là où il a raison et là où il fait le même constat que nous au final. C'est que c'est une nouvelle religion. Voilà. Ah ouais, d'accord. Oui, ça c'est bon. Mais ça, c'est que les hypocrites qui veulent pas l'admettre, c'est évident. Et donc dans cet article, il montre voilà que c'est une nouvelle religion, etc. Enfin bon, pour ceux qui nous ont écoutés, bon, vous le savez déjà, mais si vous avez envie d'aller le lire, il est disponible, je crois, sur Facebook. Donc l'article de Sylvain Durin qui s'appelle De Greta à Gaïa. Voilà. Donc comme j'ai dit, on est encore dans la revue de presse. Après. Le prochain point de la revue de presse entre guillemets, c'est une vidéo qu'on a vue, que je t'ai envoyée, que t'as vu aussi, celle de Julie Graziani. Bon, je voulais en parler parce que ça fait écho à ce qu'on a pu dire dans celle sur le SMIC là. Ouais, voilà. Ah oui, celle sur qui était véhémente vis-à-vis de deux femmes qui disaient ne pas parvenir à s'en sortir parce que voilà, elles vivent dans des conditions bon. Et donc je sais pas si vous l'avez vu, sinon allez la voir, Julie Graziani, donc c'est sur LCI chez Pujadas, donc elle est assez, comme j'ai dit, véhémente vis-à-vis de deux femmes, en disant voilà, mais si vous avez pas fait d'études, c'est votre problème, ce genre de choses. Bon, encore une fois, bon, après moi j'ai été faire mes petites recherches sur cette Julie Graziani. Bon, en fait, petite recherche, j'ai juste été sur Wikipédia, pas besoin d'aller plus loin. Et on voit qu'elle a fait HEC. Donc HEC, pour ceux qui connaissent un peu le milieu des grandes écoles, HEC c'est combien 10-15 000 euros par an, pardon. Donc après quand elle nous fait son petit tweet en disant oui, moi j'ai vécu dans 30 mètres carrés à 5, ma mère a dû s'endetter pour nous faire à manger. Ouais bon, arrête de nous prendre pour des cons. C'est toujours le mythe de je reviens de loin. Eric Nolot avait fait la même chose au moment des Gilets jaunes. Il disait oui, moi j'ai galéré dans ma vie quand j'étais plus jeune, je gagnais que dalle. Macron aussi hein. Le problème c'est que j'ai été me renseigner sur Eric Nolot, sur Wikipédia mais aussi sur d'autres trucs. Alors arrêtez de dire Wikipédia c'est de la merde et tout, Wikipédia c'est très bien. Donc j'ai été me renseigner vite fait. Non, c'est pas vrai Eric Nolot. C'est pas vrai, Eric Nolot. Je crois que le mec, à 20 ans, il était adjoint parlementaire ou assistant parlementaire, un truc comme ça. Il avait une planque, quoi. Enfin, voilà, ouais, voilà. Et après, le mec, il est devenu il a eu des éditions, enfin bref. Ensuite, son père, sachant qu'il a mis une petite douille à un de ses collaborateurs avec qui il travaillait sur ses éditions, je crois qu'il l'a arnaqué ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, tous ces mecs-là, à chaque fois. Tu vois, t'as deux trucs. T'as le truc de j'ai galéré quand j'étais plus jeune et le truc de on en avait déjà parlé je crois, c'est le truc de j'ai vécu en banlieue, je sais ce que c'est la banlieue, je connais la banlieue, bon c'est bien, en plus ça va faire le lien avec ce qu'on va dire après. Ouais, ça c'est limite. Le troisième point donc donc ce qu'elle disait cette Julie Graziani, c'est en fait excusez-moi du coup j'ai pas développé, mais c'est marrant parce que voilà c'est ces gens tu vois qu'il faut le dire, ils sont privilégiés, tu vois, il faut le dire à un moment, tu vois, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, et là, si je fais pas de distinction de race, de religion, enfin, de race, ça n'existe pas les races, mais d'ethnie, enfin, du point de vue de la loi, ça n'existe pas. Donc, d'ailleurs, je comprends pas comment les races ne peuvent pas exister d'un point de vue de la loi, mais que le racisme existe. À un moment donné, il y a un problème. À un moment donné, là, je comprends pas, là, je comprends pas. Enfin, bref. Et donc ça me fait marrer de voir que donc Julie là. Ouais,
non, mais voilà, enfin, ça me fait marrer de voir ces gens-là. Donc, comme j'ai dit, je fais pas de distinction entre privilégiés. Il y a des privilégiés de toute race, entre guillemets. Allez, pas de guillemets, on s'en bat les reins. Il y a des privilégiés de toute race, de toute religion, etc. Et il y a des non privilégiés de toute race et de toute religion. Donc, je veux dire. Donc c'est pas, je suis pas en train de faire une distinction ethnique, on va dire. Il y a il y a des blancs, voilà, au fin fond de la campagne, qui sont en train de galérer tout autant que, voilà. Et mais c'est marrant ces gens-là qui sont là à te dire, mais non, si tu veux, tu peux. Tu vois, c'est comme l'exemple que tu avais pris avec Rudy Koya. Oui, voilà, avec lui ou avec Delavier qui avait fait la même chose. Ouais, c'est en gros. Tu vois. On peut tous être PDG, on peut tous être milliardaires. Oui, voilà. C'est ce qu'avait dit Macron. Moi, je veux un pays où il y a que des millionnaires. Sauf qu'il faut bien assumer le principe de réalité. Exactement, le pays tombe plus. Le pays tombe plus. Je veux bien, tout le monde est millionnaire, mais on va exploiter qui? Voilà, mais je me rends compte que moi, ce que j'appelle cette mentalité Macron, c'est-à-dire cette mentalité libérale, et ben en fait elle s'infiltre auprès de plus en plus de gens. Hein. C'est un truc que tu retrouves vachement. Hein. Alors que c'est un truc qui manque de logique complète. Ouais, c'est complètement débile. Je veux dire, à un moment donné, ils sont, comme tu disais, ils sont bien contents d'avoir leur livreur de journaux, le petit lait. Voilà, quand ils vont à Carrefour, ils sont contents de voir les rayons pleins. Ouais, ils sont contents qu'il y a un mec le mec qui ramène son camion plein d'essence pour que voilà, il puisse qu'ils puissent mettre du coco dans leur voiture qui coûte cher. Mais je veux dire, tu vois, c'est à un moment donné. Mais ça te dit à quel point eux, ils ont un mépris de ces gens-là. C'est-à-dire quand t'es regarde, les bons, ça montre ce mépris de classe. Ouais, c'est ça, c'est un mépris de classe clair et net, tu vois. C'est surtout que cette dame, à un moment, elle dit, oui, moi, regardez, moi, je travaille, pourtant, j'ai 4 enfants. Bon, je sais pas quel âge ont ces enfants. Ils ont, vu qu'elle est pas bien vieille, enfin, je veux dire, elle est assez jeune, j'imagine qu'ils sont petits. Donc j'imagine que quelqu'un les garde. Donc tu vois, à un moment donné, la dame qui garde tes enfants, alors soit tu la payes des milliers et tu la payes 6 000 euros par mois, et dans ce cas, bien pour elle. Mais vu que ces gens-là, tu vois, en général, ils sont pas riches pour rien, c'est aussi parce que c'est des crevards. Je veux dire, elle doit la payer au minimum, si elle est, ou peut-être même qu'elle prend quelqu'un au black. C'est possible. Hein. Donc je me dis, tu vois, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Mais comme tu as dit, ça montre que voilà, ces enfants, elle a même du mépris pour des gens qui peuvent garder ses enfants, c'est-à-dire. Ouais, mais carrément. De toute façon, surtout, elle s'en bat les reins de sa situation financière. T'avais qu'à faire des études. Ouais, c'est ça. Et sachant que ça, c'est un mensonge, parce que on trouve plein de gens qui ont fait des études et qui n'ont pas de boulot. Exactement. Donc, ou des gens que je citerai pas de nom et je citerai personne, mais des gens voilà qui ont fait des études longues ou plus ou moins longues ou des bacs plus 5, ce genre de choses, qui touchent 1600 1700 euros par mois. Hein. Je veux dire ça. Moi j'avais monté, j'étais avec mon pote, bac plus 5, il était là en mode, il parlait BFM, il me disait je peux avoir un stage toi aussi, il parlait japonais. Le mec il dit j'ai pas que plus 5, je suis juriste, je couvre rien, R. Il dit on lui a même dit, il était dans un cabinet, on lui a dit il avait fait un stage et pour qu'il soit recruté, je sais pas quoi, après il a demandé à être embauché. Ils m'ont dit ouais, t'es cool, mais on sent en toi un peu trop le côté banlieue. Il dit comment ça, mais je fais bien mon boulot. Fais ton boulot il est bien, mais en vrai t'es pas vraiment intégré. C'est dans le sens où vous n'avez pas les sorties avec eux parce que ça intéressait pas le truc comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Oui, il faut être comme on dit corporate. Exactement. C'est-à-dire que dès qu'il y a la soirée que ce soit de toute façon, que ce soit dans les écoles ou que ce soit dans les boulots. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si tu vas pas à la soirée de gala, de machin, où il y a le patron pour aller lui lécher un peu le cul. Si on sent pas que t'es prêt à t'investir à 200%, à te faire fouetter, à te faire leur sup, je la compte pas. Ouais, voilà. Après, c'est cette mentalité. Bah oui, il faut mouiller le maillot. Faut la mentalité winner. C'est quoi, c'est Bernard Tapie, ça, winner, je crois. Et ouais, donc tu vois, il faut correspondre à certains critères, tu vois. Mais voilà, donc le truc, tu vois, moi ça m'a toujours fait rire. Oui, fais des études et t'inquiète pas, tu auras un bon boulot. Ça, c'est un mythe, après le problème c'est que je veux dire de manière empirique, tu vois que non, en fait c'est pas vrai. En vrai si c'est vrai, mais faut corriger la phrase. Fais un bon boulot que papa maman t'auront payé. Non, fais des grandes études que papa maman t'auront payé
et tu auras un bon boulot que papa maman t'ont retrouvé. Voilà, c'est la vraie phrase. Ça, c'est la vraie phrase, exactement. Tu vois, donc c'est après, on revient au principe d'égalité réelle, égalité formelle, à reproduction sociale, tout ça. Après, bon, on va toujours te sortir le cas du. Si, il y avait un mec, lui. Oui, je connais un mec. Un cas sur 1000, tu vois, un cas sur 1000. Oui, voilà, je connais un mec qui habitait dans un tonneau, il est devenu médecin, maintenant il travaille à Hollywood, ouais, vas-y. Là, mais après, c'est ça, après ça, c'est les histoires, voilà, on est dans on est dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, à un moment donné, tu vois, après, faut arrêter les conneries. Bon, bref, donc, voilà. Tout ça pour dire que Julie Graziani, pardon, tu vois, il y a un lien à faire. Voilà, mentalité, Koya, tout ça. Mentalité Macron. Les prix de classe, qui connaît rien à la vie réelle et qui pour elle, si t'es pas comme moi, c'est juste que t'as pas. Sachant qu'elle, je suis pratiquement sûr que le poste qu'elle a eu, c'est via des connexions. Ou elle a couché. Parce que généralement, c'est probable aussi. C'est probable aussi. Après, bon, ce qui me fait marrer, c'est sachant qu'elle est pas moche, donc forcément, pour grimper, il y a certainement des gens qui. C'est probable, on va dire, c'est probable. Voilà. Mais les procès. mais disons que, tu sais, c'est un petit milieu, hein. Je me dis, il y a peut-être des connexions qui se font avec certaines personnes. C'est connu, hein, c'est connu dans mais ce que je veux dire, c'est, ce qui est marrant en plus, c'est que sur sa page Wikipédia, elle se présente comme une catholique pas elle se présente, mais on la présente du moins comme une catholique conservatrice qui est chez la Manif pour tous. Enfin, petite leçon pour une catholique conservatrice, c'est la doctrine sociale de l'Église. Je veux dire, bon, quand t'as un petit peu de culture, tu sais ce que c'est. Et l'Église a toujours aidé, enfin, pour résumer ça globalement, aider les pauvres. Je veux dire les malades, les personnes diminuées physiquement, fait l'éducation des enfants, etc. Alors là, je vais me manger tous les athées là, qui vont venir peut-être pas les athées, mais du moins les laïcards vénères là, qui vont venir me faire chier. Non, l'église c'était brûler des sorcières. Après, faut se renseigner aussi de son côté, faut aller s'informer, s'éduquer quoi. Après, je sais qu'elle aussi, bon, certes, elle avait aidé les gens. J'ai vu, le truc là sur les trisomiques, elle dit oui, c'est pas bien d'avorter les enfants trisomiques. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Et bon, on voit qu'elle est idiote, parce qu'elle dit oui, avorter un enfant trisomique, c'est comme avorter un enfant parce qu'il est noir. Donc certains vont dire maladresse. Dire ça honnêtement, c'est une dinguerie. Ça veut dire quoi? Clairement, pour elle, c'est le noir, c'est un handicap. Le pire, c'est qu'elle s'excuse pas. Elle a dit non, c'est du racisme anti-trisomique, c'est pareil. Moi, personnellement, je connais pas de parents blancs qui ont avorté leur enfant noir, pas leur enfant parce qu'il était noir. Ils ont dit, le seul médecin leur a dit votre enfant est noir, de blanc. Moi, je connais pas ça, donc on va me dire il y a un cas. Bizarre, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire déjà le cas en lui-même et. Si l'enfant est noir, certainement que la meuf fait partie de la question de la coupe. Encore, il est métis. Donc non, c'est très maladroit et je pense qu'elle est un peu bête. C'est vrai que bon, en même temps, de ce que j'ai pu voir, elle a fait HEC. Bon, elle finit chroniqueuse. Bon, est-ce que après HEC, tu finis chroniqueur? Je sais pas. Apparemment, oui. Je sais. Bon, après, on va me dire, ouais, mais toi, t'as pas fait HEC. C'est vrai, mais, enfin, je sais pas, une école à 15 000 € par an bon, je sais pas. je pose la question, je m'interroge. Bon, prochain point, c'est la pub Europe 1. Donc, j'aurais mieux fait de le caler, après le premier point. Parce que là on est au 3e, du coup j'aurais mieux fait de le caler en 2e point. Mais bref, c'est pas grave, ça fait le lien avec Greta. Donc c'est les pubs européens. Bon, là on va me dire pourquoi tu parles des pubs européens. Et logique. Qu'est-ce qu'on voit sur les pubs européens sur Paris pour ceux qui traînent sur Paris ou dans les alentours? Bon, mis à part Bilal Hassani. Moi je sais pas du tout. Il y a les pubs, sur la pub tu vois Bilal Hassani, mais bon. Ouais, on va dire que ça forme un tout. Tu vois un petit glacier genre qui tombe dans l'eau, tu vois, avec marqué le monde change ou je sais pas quoi, et Greta Thunberg sur les pubs européens. Donc c'est partout, hein, je veux dire les arrêts de bus, les métros et tout, hein, tu les vois. Ah, d'accord. Et donc pour ceux qui disent oui, que le climat, je veux dire c'est pas l'idéologie dominante, excusez-moi. Mais tu vois, je veux dire, tu le vois, le petit bout de glace qui tombe dans l'eau, Greta, Bilal Hassani, mais bon, ça c'est une autre partie, on va dire. Mais c'est le progrès. Tu vois, voilà, c'est tout ça en fait. Tu vois, ça forme un tout. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, c'est que vous êtes un peu simple. Mais je veux dire, quand tu vois ça, si t'as un peu de background idéologique, si je peux dire, tu vois, tu sais ce qu'on est en train de te vendre, tu vois.
Tu vois, parce que je suis désolé, tu vois, ils ont jamais mis sur les, tu vois, ils ont pas mis Corinne Gouget, tu vois, qui faisait comment dire, un combat contre les additifs alimentaires, tu vois. Ils ont pas mis Corinne Gouget, ils ont pas mis tous les lanceurs d'alerte sur le Mediator, sur tout ce genre de choses. Ils ont mis Greta Thunberg, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, non, mais en mettant le monde change. Tu vois. Ah, mais ça, c'est évident que tous les médias font la promo de la catastrophe climatique. Ouais, donc ça, c'est un fait de le. Je sais pas qui peut nier. C'est qui ouais, non, mais de toute façon, enfin, d'ailleurs, moi, j'y pensais. Tu vois, tu vois, tous les gens qui ont dit oui, qu'on disait de la merde sur l'écologie. Ouais, enfin, vous venez avec, encore une fois, avec votre blues, etc. Mais est-ce que ce que j'ai dit est faux? Est-ce qu'il n'y a pas derrière Greta des financiers? Est-ce que les médias ne sont pas tous pro climat? Je veux dire, je sais pas, tu vois, à un moment donné. Les politiques et les médias, tout le monde. Tu vois, les politiques et les médias. Donc après, maintenant, on peut après vous avez le droit de penser que tout ce que disent les médias faut prendre que c'est parole d'évangile, hein, vous avez le droit de le prendre comme ça, hein. Mais vous pouvez pas reprocher à des gens de se méfier, voilà, de se méfier. Enfin bref. On va attaquer la réponse à la vidéo sur Chanteloup. Sur Chanteloup, oui. Et voilà, c'est le premier sujet. J'ai pas lu les retours, donc je vais réagir. Moi j'en ai lu quelques-uns. Bon, j'ai pas tout lu non plus. Mais bon. Moi, je me doute quel genre de retour, donc Est-ce que j'en lis en live? Là, direct? Bah, parce qu'en fait, j'ai peut-être pas noté suffisamment de trucs. J'ai noté quelques trucs qui m'ont interpellé. Alors. Bon, allez, on va pas faire ça parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup trop de commentaires, et puis bon. Mais bon, disons que les identitaires étaient de sortie. Ouais, c'est ça. Ah, les identitaires étaient en fait, je m'en doutais que tous ceux qui sont de la mouvance identitaire, faut sanctionner sans parler, tu vois, je savais qu'ils allaient être là, tu vois, que ceux qui sont là, non, c'est le diable, ces gens-là, faut les tuer, tu vois, comme Zineb El Razali. Elle a dit il y a pas longtemps, les émeutiers, enfin les mecs qui participent aux émeutes, faut tirer à balles réelles. Ah, elle a dit ça? Ah, t'as pas vu? Ouais, elle a dit ça. Mais là, tu me diras, il y en avait déjà un qui avait dit ça. Comment il s'appelle déjà? C'était pas Michel Houellebecq qui avait dit ça? Ouais, non, c'était pas Michel Houellebecq, c'était un autre. Un vieux. Je me souviens plus de son nom, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas nouveau. Mais pour te dire, tu vois, ces gens-là, en fait, ils sont pour la guerre civile. Clairement, en gros, faut tirer, faut pas débattre, faut sanctionner. Les gars, vous avez rien réglé comme ça. Enfin, bah, déjà, moi, ce qui me fait marrer, c'est que bon, on voit le glissement, terrorisme, voile, banlieue. Ah oui, non. Tu vois, bon, après, les gens vont pas le capter. Enfin, si, ils le captent. Mais je veux dire, là, après, ils vont dire, oui, mais les événements sont arrivés comme ça. Je veux dire, c'est fortuit, voilà, c'est le hasard des choses qui fait que c'est arrivé comme ça. Bon, peut-être. Alors, on va me dire que je suis ouf, que je suis complotiste, mais des fois, je veux dire, après, tu sais, enfin, bon, même si là, je vais dire un truc sur un autre sujet, mais qui existe quand même. Je veux dire, il y avait un reportage d'Envoyé spécial qui montrait comment des mecs du FBI poussaient des gens à faire des attentats pour ensuite les arrêter. Oui, j'avais vu ça. Tu vois, il y avait les Renois là. Ouais, je me souviens pas de. C'est des Renois, si, je m'en souviens. Et justement, je crois que c'était en 2013 ou en 2014, j'avais lu un article, je m'en souviens encore, d'un immigré marocain à Washington, qui avait été arrêté par le FBI avant qu'il ne commette un attentat, sachant que c'était des agents du FBI qui lui avaient donné la bombe. Donc tu vois, en fait, ouais, on est dans un truc, tu vois. Donc est-ce que c'est possible que dans les banlieues, enfin, je veux dire pour les gens les abrutis là, tu vois, parce que les gens ils disent oui, mais pour les gilets jaunes c'est différent. Bah, attends, pour les gilets jaunes, on a vu clairement des flics déguisés foutre la merde. On l'a vu clairement. Je veux dire, je suis pas en train d'inventer quelque chose, hein. On l'a vu, il y a des vidéos qui le prouvent. Je veux dire là en l'occurrence pour les attentats, pour le terrorisme, tu vois, comme dirait Choprade, je vois ce qui est Choprade. Ouais. Comment il avait dit? Il disait le terrorisme, c'est avant tout un acte de l'état profond, je sais pas. Étatique ou je sais plus. Ouais, voilà, un fait étatique. Enfin voilà. Donc
il y a des preuves qui le montrent que voilà, il y a un documentaire d'envoyé spécial, c'est 100% officiel, il y a des articles 100% officiels, je veux dire, c'est même pas, je veux dire, il y a même pas à remettre ça en question. Moi, je me souviens que, en tout cas, en ce qui concerne les mecs des États-Unis, les mecs, une fois qu'ils étaient sortis de prison, ils avaient dit, oui, bah, il nous a manipulés, des fois on n'était pas chaud, ils nous rappelaient, ne vous inquiétez pas, tatata. Et le mec qui a participé à ce truc-là, leur a dit, oui, mais moi, si un jour un mec, il me propose, ce qu'il proposait de l'argent, 500 000 euros pour mettre une bombe, moi, je dirais non. Eux, ils étaient prêts à le faire, donc c'est des terroristes. Tu vois, c'est. Ouais, c'est bon, c'est de la malhonnêteté, mais bon. Après, leur but, c'est de coffrer les gars, c'est de faire peut-être un peu de buzz, ou, enfin, pas un peu de buzz, mais je veux dire un peu de créer un climat. Je dis de la merde, créer un climat plutôt. Mais bon, voilà, donc, on l'a pour le terrorisme, on l'a pour les gilets jaunes. Et pourquoi tout d'un coup, quand à un moment on arrive dans les banlieues, et ben tout ça n'existe plus. Là, non, c'est. Tu vois, ça c'est hop là. En plus, le pire, comme t'as dit, c'est ceux là, les identitaires qui vont avoir les idées entre guillemets complotistes pour tout. C'est à raison parfois, peut-être c'est en défendant les gilets jaunes ou je ne sais quoi. Mais quand c'est les banlieues, c'est non, l'État a raison, faut les tuer, faut républicains, ils redeviennent, enfin, républicains, tu me diras, ils sont toujours républicains. Ils sont toujours dans l'arc. Là, ils s'alignent. Ouais, voilà, c'est ça, ils ont, en fait, leur ligne politique, entre guillemets, enfin, si tant est qu'ils en aient une, elle est bizarre, tu vois, elle est ambiguë, elle est contradictoire, elle est profondément contradictoire. Mais bref. Donc, j'ai oublié de quoi on parlait. On parlait en gros des faits, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ouais, voilà, donc voilà, comme je disais, pour les gilets jaunes, on a vu que, tu vois, moi ce qui m'a fait rire, c'est que certaines personnes le disaient, alors non pas que je dis que les mecs de banlieue ont 100% raison tout le temps, quel que soit le sujet, hein, parce que bon, c'est faux de dire ça. Tu vois, en fait le problème c'est d'être, voilà. En fait, c'est de pas faire du 50-50, enfin de pas prendre de recul et d'analyser ça de manière objective. D'ailleurs, c'est ce que les gens, en commentaire, bon, je préfère, ils te reprochaient d'avoir un biais, comment dire, d'avoir un parti pris, tu vois. Alors que justement, moi, je dis que je suis là pour amener la contradiction aux médias. C'est-à-dire, on a un point de vue. Oui. On me dit parti pris, je dis non, moi, cette vidéo, c'est pour vous donner l'autre point de vue. Après, c'est à vous de décider, selon vous. Ouais, mais en fait, alors je sais pas si selon eux, les médias sont objectifs, mais dans ce cas-là, bon, faut arrêter d'être con. Mais je veux dire, les médias ont pris, enfin, je veux dire, c'est système. Enfin, je sais pas, tu prends l'hôpital, la Salpêtrière, c'était ça, qui avait soi-disant été attaqué par les gilets jaunes. Ouais. Je veux dire, je crois que ça s'est passé. 1 heure après, ils disaient que c'était attaqué par les gilets jaunes. Je veux dire, parce que les médias, ils relaient ce que le préfet dit. Le préfet a dit que c'est comme ça, donc les médias, ok, c'est ça. Même pas si relaient. Si, c'était le préfet qui avait dit ça, le ministre à la base. Oui, c'était le ministre. Oui, c'était Castaner. Et là, c'est pareil. Le ministre ou le préfet a dit, ils ont attaqué, ils ont incendie criminel, tatati, donc médias. D'ailleurs, ouais, enfin, excusez-moi, juste une petite parenthèse. Là, c'est plus en mode discussion, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est le but. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que t'as même pas, enfin, disons que l'acte, il se passe, et t'as même pas, tu sais, de recul, un travail, entre guillemets, de digestion, où les experts vont venir, vont analyser les faits, vont rédiger des rapports, tu vas avoir des rapports voilà, une enquête, je veux dire, voilà, normalement, c'est le travail qui est censé être fait. C'est exactement comme l'attaque au couteau de la préfecture. C'est attaque au couteau, 1 heure après, ouais, c'est un acte terroriste. Enfin, à un moment donné, t'as un travail d'investigation qui ne peut pas être fait matériellement, temporellement, enfin pas temporellement, mais je veux dire, t'as pas le temps t'as pas le recul pour avoir toutes les pistes, tu vois. Mais ça, c'est la méthode hollywoodienne. C'est-à-dire, problème, 24 heures après, on a une solution. C'était pareil avec l'époque avec le sida. Avec le sida, c'est, qu'est-ce qui se passe? Une maladie. 24 heures après, on a trouvé la solution, ça s'appelle le sida, vous inquiétez pas. Ça va trop vite. Ouais, en fait, après. C'est pour rassurer les foules, on dit. Après, oui, c'est vrai que, comme disait Charles Maurice de Talleyrand, secouer le peuple avant de s'en servir. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, bah, là, clairement, pour ceux qui tombent dedans, vous êtes en train de vous faire secouer, en fait, clairement. Après, on se servira de vous, pour ça, peut-être que vous le verrez ou pas. Mais bref, voilà, de toute façon, c'est clairement ça. De toute façon, le principe même d'une chaîne d'infos en continu. D'ailleurs, ça me fait penser parce que, comment il s'appelle, Jean Baudrillard en parle dans son livre. Enfin, dans son livre, La société de consommation avait énuméré, il avait parlé en fait d'un papier ou d'une étude qu'avait fait, je sais plus, c'était un chercheur ou quelque chose comme ça, qui parlait des effets délétères des médias, c'est-à-dire
en fait, qui créait une genre de comment dire, une genre de psychose auprès des lecteurs, tu vois. Donc, alors je sais plus avec quoi j'avais mis ça en lien. Ouais, avec le fait qu'on dise que voilà, bah, tout s'embrasse, je ne sais quoi, c'est Apocalypse Day, enfin je crois que c'était ça. Ouais, c'était ça, c'était avec le fait que ouais, bon désolé parce que là il y a une petite coupure, il y a une coupure un peu longue et du coup je me suis un peu perdu dans mes idées. Enfin bref. Donc qu'est-ce que j'avais lu aussi? Oui, le point sur l'école. Donc toi tu avais dit que voilà, c'était l'école Moi, c'est l'école qui fait l'éducation. En tout cas, c'est pas vraiment l'école qui fait l'éducation. non, mais non, parce que là, les gens, ils ont ouvert leur gueule un peu pour rien. Bon. Non, l'école n'éduque pas, l'école t'apprend le français. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous savez pourquoi vous êtes des menteurs? Parce que j'ai fait mes petites recherches. Bon, je le savais déjà. Mais jusqu'en 1932, l'école, enfin, du moins l'école républicaine, parce qu'avant l'école, encore une fois, elle était, enfin, je veux dire, l'éducation était dispensée par des prêtres. Donc l'école républicaine, donc qui a pris le relais, on va dire, se nommait pas éducation nationale, elle se nommait instruction publique, et ça fait une grosse différence. Ah oui. Tu vois. Éducation, instruction publique, on t'instruit. Ouais. Le seul rôle de du ministère et de ses employés est d'instruire les gens. Exactement. Mais à partir du moment où tu passes et ça s'est fait en 1932, à partir du moment où tu passes d'instruction publique à éducation nationale, c'est pas juste un changement comme ça, hein. Changement de nom, on repeint, on met un coup de peinture et on repeint, allez c'est parti. C'est que là il y a un autre cap qui est passé. C'est qu'il y a un autre but qui est recherché, celui d'éduquer les gens. Et on a tous eu notre cours d'éducation civique, d'éducation sexuelle. Tu vois, on l'a tous eu ce truc. Donc arrêtez de dire non, l'école est là juste pour instruire. Dans l'école, il y a de l'idéologie, que vous le vouliez ou non. Bien évidemment. Que vous le vouliez ou non, après vous pouvez le nier. Vous pouvez dire non, on apprend juste 2 plus 2, on apprend juste où est-ce qu'on met un S. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a de l'idéologie. Tout n'importe quel bouquin d'histoire, n'importe quel bouquin de SVT. Bon, surtout avec maintenant le progrès là. Il y a beaucoup de progrès, ça parle de genre, de différence. Non, mais c'est... Donc voilà. Après, on aime pas, je m'en fiche. Mais c'est un fait. C'est un fait, c'est une réalité effectivement. Donc voilà, il y a eu, je veux dire, à un moment donné, quand Najat Vallaud-Belkacem qui dit la théorie du genre, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ou en tout cas, je ne l'ai jamais rencontré. Ouais. Bah, avant, elle l'avait publié dans un journal que ça existait et que ça allait être transmis aux enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient commencé dans les maternelles à donner des trucs de militaires aux filles et des poupées aux garçons. Ils avaient dit c'est bien ça, faut continuer comme ça. Donc c'est pas juste 2 plus 2. Exactement. Donc c'est pas juste 2 plus 2, juste je tue je sais pas quoi, nouveau il. C'est pas juste ça. Ouais, c'est pas ça. Il y a une volonté d'éduquer, de transmettre certaines valeurs. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Vincent Payon, hein. Vincent Payon, pour ceux qui connaissent les bails, Vincent Payon, il te le dit clairement. Il faut une religion républicaine. Je veux dire, je suis pas en train d'inventer des trucs. Je veux dire, Vincent Payon, c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, tu vois. Et puis même, vous prenez l'ancienne, elle avait dit ça chez Tadi à l'époque où ça existait encore. Alors, je me souviens plus de son nom. Mais c'est une sénatrice PS qui avait dit ça, qui avait dit clairement. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à la République. Oui, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la République qui les prend en charge totalement. Exactement, c'est eux qui sont en charge de leur éducation. Donc dire les parents si on veut, mais ne dites pas que l'école est juste là pour instruire, c'est complètement faux. Oui, ils sont à 1h du matin dehors, c'est pour ça qu'ils sont des voyous, je sais pas quoi. Non, mais après, on va pas dire, c'est vrai que de ce point de vue-là, mais après ça c'est encore un autre problème. À les entendre parler, certains, c'est les parents qui les inciteraient à devenir des voyous. Moi, tout ce que j'aurais à dire de ce point de vue-là, moi je dis que c'est un point de vue, c'est plus sociétal, entre les exemples qu'on leur donne. Les trucs assez méfasqués, il y a un encouragement à aller vers là. Il y a de ça, mais moi, ce que je entre le rap, oui, c'est vrai qu'il y a de ça. Le rap qui est promu dans les banlieues. Quand on donne dans les banlieues, on donne entre guillemets des exemples pas subs, soit footballeur, très peu y arrivent dans la masse, soit rappeur.
Ouais, ou donc, Killer et t'en sortir. le rap est carrément promu dans les cités. Oui. Je veux dire, bon, moi j'ai eu la chance, voilà, je parle pour moi, d'avoir une prof de musique qui nous faisait découvrir la musique classique, de l'opéra, ce genre de choses. Donc ce qui fait que au bout d'un moment, bon, tu vois, mais t'as les profs, enfin pour parler des profs de musique. Je veux dire, dans les quartiers, ils sont là et vas-y, mettons le dernier son de Booba, on va étudier le dernier son de Booba, oui. tu vois. Donc à un moment donné, si on doit parler de l'école, je veux dire, après c'est aussi un retour de bâton, tu vois, j'ai envie de dire. Tu vois. Enfin, je veux dire, il y a aussi ce truc où on le connaît, le délire des éducateurs gauchistes, tu vois, qui étaient là, qui oui, le rap c'est cool, allons faire. Mais bon, pour parler en tout cas enfin pour revenir aux enfants qui traînent dans la. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, en tout cas, moi, c'est ce que je dis aux gens que je connais, avec qui je discute. C'est mon point de vue, je me trompe peut-être, c'est mon analyse des choses. C'est-à-dire qu'en fait, t'importes des populations donc d'autres pays qui vivent selon d'autres coutumes, tu vois. Je veux dire, j'invente rien si quand je dis que voilà, si t'importes on va prendre l'Afrique subsaharienne, tu vas importer un daron du Sénégal qui vivait peut-être je sais pas dans un petit village ou quoi que ce soit. Le gars, il arrive en France, quoi, tu crois qu'il va venir le lendemain matin, il va être avec une baguette et du beurre, tu vois. Un béret. Et il va continuer dans son. Je veux dire, d'autant plus qu'ils sont dans des foyers, c'est-à-dire que les mecs, c'est pas comme s'ils avaient une rupture nette, tu vois. C'est-à-dire qu'ils continuent. En fait, leur code culturel, et c'est pas un reproche, c'est juste que c'est un fait. Ils conservent leur code culturel, tu vois. Ce qui fait qu'à un moment donné, comment ça se passe dans ces pays-là en général, c'est que c'est pas papa maman qui font l'éducation, tu vois. C'est pas papa maman à la maison. Je veux dire, le modèle c'est pas le modèle occidental, c'est un autre modèle. C'est pas après, il s'agit pas de faire une échelle, une hiérarchie des modèles. Hein. C'est juste que c'est juste que c'est un modèle différent où tu vas avoir, voilà, en fait, t'as ce qu'on appelle un contrôle social. Et ce qui existe dans certains pays d'Europe de l'Est. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire, on a tous vu des vidéos, on a tous lu des articles où un mec va voler quelque chose je sais pas, en Pologne, et va voler un truc dans un magasin, et puis comment dire, les clients ou quoi que ce soit vont se ruer sur lui pour le punir de ce méfait, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un contrôle social. Et dans certains pays qui sont beaucoup moins individualisés, où les gens ne se regardent pas de travers, enfin je veux dire, bon après ça c'est une conséquence de l'urbanisation et de l'individualisme, et ben t'as ce contrôle social qui s'opère. C'est-à-dire que à un moment donné, t'as un petit dans un village qui va faire une connerie, même si c'est pas son fils, un mec peut venir et lui mettre une tarte. Tu vois ce que je veux dire? En Afrique, ça se passe comme ça. Tu vois, un mec peut venir, il te connaît pas, ou peut-être qu'il te connaît de loin, ou quoi que ce soit, il va venir, il va te gifler. Parce qu'à un moment donné, tout le monde contrôle tout le monde. De toute façon, on l'a vu dans tu vois, les gens font des parodies, mais on l'a tous déjà vu, tu sais, dans les reportages à l'école, dans les écoles africaines, il y en a un qui fait le con, c'est pas les autres suivent pas le con. Ils le frappent. Ils vont frapper le con parce qu'il les empêche, tu vois. C'est ce qu'on appelle du contrôle social. C'est-à-dire. Et ça, il faut savoir, dans ce genre de situation, les parents savent que le petit l'a mérité. C'est-à-dire qu'on va venir le voir le mec en mode comment as-tu osé taper mon fils? Oui, voilà, t'as pas. Ils vont dire tu l'as mérité. Hein, c'est-à-dire que t'as plus. Pas de débat. Voilà, c'est en fait, t'es plus dans le collectif et t'es moins dans Après, c'est à l'échelle des villages. Hein. Je dis pas qu'à l'échelle des pays c'est pareil, mais à l'échelle des villages du moins, ou des petites collectivités, des petits groupes humains, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que t'as ce contrôle social qui s'opère avec cette volonté voilà, c'est-à-dire que c'est le collectif qui prime sur l'individuel. Et si un mec fait une connerie, un petit va faire une connerie, n'importe qui dans la rue ou n'importe qui dans le village ou quoi que ce soit peut venir lui mettre une tarte, arrête tes conneries et retourne à l'école, tu vois. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Sauf que quand tu vas sur quand tu viens quand tu viens en France avec ce modèle culturel ou avec cette façon de voir ou ce modèle, voilà, on va dire ce modèle culturel, social ou ce qu'on veut, bah forcément, tu peux pas importer un modèle entre guillemets de contrôle social collectif dans un pays où tout le monde est ultra individualisé. Donc ça veut dire que le gars, il va dire moi de toute façon je peux laisser mes enfants sortir parce que des gens vont, enfin je veux dire, en fait
Tu vois, faut comment dire? Ah, faut penser réel. Faut pas penser, faut pas se dire bien ou mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il s'agit pas de faire un jugement de valeur. Il s'agit juste de se dire, voilà la façon de penser de la personne, tu vois. Voilà comment ça se passait chez elle. Et pourquoi ça ne s'applique pas en France? Pourquoi ce n'est pas possible? Bah parce que le gars, peut-être qu'il se dit, voilà, on est, tu vois, pour peu qu'en plus, tu sais, il arrive tu vois, en général, c'est comme ça dans les quartiers. Voilà, ils mettent plus ou moins selon les origines, tu vois. On le voit parce que de toute façon, t'as des quartiers indiens, t'as des quartiers africains, t'as des quartiers machin, des bidules. Donc le mec, il va se dire bon bah ça va être comme au bled, sauf que c'est pas comme au bled. Sauf que c'est pas comme au bled, comme t'as dit. En France, en plus, t'as le rap, T'as cette envie, t'as la drogue. On te pousse à la réussite. En plus, il y a cette ambition de faut être le meilleur. Dans le sens où on te dit, il te faut de l'argent, il te faut. C'est des fois des trucs qui sont voilà, matérialistes, c'est ce que je veux dire. Le truc matérialiste qui te met parfois à l'opposé des valeurs que ont pu t'inculquer. Ouais, excuse-moi, les parents, tu vois. Ouais, voilà. Donc bon, en plus, ouais, voilà, de toute façon, le rap et matérialisme, j'ai envie de dire, ça va de pair. Donc forcément, tu vois, disons que là, au contraire du contrôle social que tu as dans certaines sociétés, on va dire, ce que les gens aiment bien dire primitive, mais bon, bah ouais, on va réutiliser ce terme-là, primitive. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dehors, t'as pas des gens pour te surveiller entre guillemets. Justement, au contraire, t'as des personnes qui vont peut-être te pousser au crime. Exactement. Ah bah tu vas pas. Ah, je veux dire. Tu vois, c'est après. Bon, on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord avec moi. Hein. Moi, en tout cas, du moins, c'est mon analyse. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pas une question de les gens ne sont pas éduqués ou les gens sont mal éduqués. C'est que c'est une autre façon de voir les choses. Tu vois. C'est une autre façon de voir la vie en. Mais bon, c'est parce qu'après, il faut dire ce qui est. En Occident, et bon, plus particulièrement en France, parce qu'on va parler de la France, on est ultra individualisé. D'ailleurs, ça pourrait faire le lien avec un autre point dont on va parler après, pardon. Mais bon, voilà, c'est l'ultra individualisation de la France, l'urbanisation, parce que je suis pas sûr. Alors, j'ai pas étudié la question, mais je pense que dans les villages, parce que ça fait pas longtemps que la France c'est urbanisé, qu'il y a les grandes villes, etc. Je veux dire, tu remontes dans les années 50, la majorité de la population était rurale, était paysanne. Hein. Donc j'imagine que dans les villages français, je suis pas sûr qu'il y avait énormément de délinquance, et j'imagine que ça se passait peut-être plus ou moins pareil. Après, je sais pas. On va voir Oberton. Laurent Oberton. Ouais. La France Orange Mécanique. Donc bref. J'en ai fini avec ce point. Donc ah oui, il y avait aussi le parallèle que tu avais fait avec les gilets jaunes. Certains m'ont dit que ça n'avait rien à voir. En fait, les gens ont mal compris ce parallèle parce que ils ont cru qu'en disant ça, je disais qu'on avait été gentil avec les gilets jaunes. Non, j'ai jamais dit que les médias avaient été complaisants avec les gilets jaunes. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que parfois il y avait certaines similitudes. Par exemple, les gilets jaunes quand ils foutaient la merde, on leur disait antisémite, homophobe, tatati. Ouais. Bah ici, on leur dit islamiste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, c'est juste ça le parallèle que j'ai fait. Voilà. Ouais, mais après moi, ce qui me fait marrer encore avec moi, c'est après. Enfin, on en avait déjà discuté de ce point. Bon. Parce que bon, c'est un truc que j'avais entendu plusieurs fois, c'est de dire oui, mais ces mecs de banlieue. Les mecs de banlieue, ils sont pas avec les gilets jaunes, on les voit pas. On les voit uniquement pour piller. Bon, ça encore, là, je vais être obligé de détruire ce point-là. C'est que en fait, si vous voulez, les mecs, enfin, du moins ceux qui disent ça, les identitaires qui disent ça, ou les proches d'une certaine mouvance qui disent ça, en fait, vous fantasmez une idée du mec de banlieue. Vous fantasmez la bande de mecs, de 6 mecs, 8 mecs, 10 mecs, en survêt, casquette, capuche, cache-cou remonté jusqu'au nez. Et du coup, pour vous, si vous voyez pas un mec habillé comme ça ou une bande de mecs habillés comme ça, c'est qu'il n'y a pas de mecs de banlieue. Sauf que, en fait, les mecs de banlieue qui étaient là, c'était des mecs qui étaient concernés par les revendications des gilets jaunes. C'est-à-dire que c'était des mecs qui étaient rentrés dans le monde du travail. C'est-à-dire que, et vu qu'ils sont rentrés dans le monde du travail, bah, ils vont pas venir à 10 mecs en survêt, casquette, capuche. Tu vois, et d'ailleurs,
soit dit en passant, parce que là, en gros, quand vous parlez parce que je sais de quel mec de banlieue, quand vous dites mec de banlieue, je sais de qui vous parlez, c'est-à-dire, donc, comme j'ai dit, des mecs en survêt, casquette, capuche, etc. Et ces mecs-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont entre 15 et 18 ans, peut-être 20 ans max. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont dans le monde du travail. C'est-à-dire qu'ils assument pas, je veux dire, ils ne subissent pas, en fait, tout ce que tout ce dont les gilets jaunes se plaignaient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, ils n'ont pas d'appart, ils payent pas de loyer. Donc il n'y avait pas plus de jeunes de quartier. Parce que là, c'est plus les jeunes, en fait, tu vois, que les mecs. C'est plus les jeunes que les mecs de banlieue, en vrai. Mais il n'y avait pas plus de jeunes de banlieue, donc avec casquette, capuche, survêt, machin, que de jeunes, je sais pas moi, d'autres milieux. Bien sûr. Parce que forcément, les revendications des gilets jaunes et les gilets jaunes en général, c'est des adultes. Là, il y avait pas les lycéens dans les gilets jaunes, tu vois. Oui, voilà, t'avais pas Pourtant, ils étaient à la marche climatique. Ouais, évidemment. pourtant, ouais, effectivement. Donc, enfin bref, voilà. Ouais, donc tout ça pour dire que il y avait des mecs de banlieue, sauf que c'est des travailleurs, c'est des mecs d'un certain âge, enfin disons peut-être de 30, 35 ans, 40 ans, tu vois. Donc des mecs qui n'ont plus l'accoutrement du jeune de quartier de 18 ans, tu vois. Mais même si il est vrai que certains mecs de quartier sont venus piller des magasins, il est vrai. Ouais, mais il n'y a pas que des mecs de quartier. Hein. Après, il n'y a pas que des mecs de quartier, évidemment, mais disons que c'est vrai que des mecs de quartier, enfin, je veux dire, après, ça c'est un fait. Ouais. Mais bon, je veux dire, après... Bon. Bon. Bon, voilà, j'ai pas envie de continuer là-dessus, parce qu'après, on pourrait parler encore une fois de certains flics qui s'amusent à pousser les gens, je veux dire, bon, voilà. Donc oui, désolé, encore une coupure. Hein. Donc ce que je disais, voilà, c'est que il y avait des mecs de banlieue, donc avec les gilets jaunes, mais c'était pas des mecs qui répondaient aux critères du casquette, basket, je sais pas quoi, capuche, et tout le bazar. Fantasme, quoi. Tu vois, voilà, au fantasme du mec de banlieue de base. Donc en fait, ce que les mecs reprochent, c'est qu'il n'y avait pas de jeunes de banlieue. Mais si on enlève banlieue, il n'y avait pas de jeunes tout court. Tu vois, que ce soit sur les ronds-points. Après, bon, on va me dire si les gilets jaunes, il y avait quelques jeunes, mais alors c'était jeunes, est-ce que c'était vraiment des jeunes ou est-ce que c'était des mecs qui avaient déjà peut-être 25, 30 ans, 35 ans, tu vois, qui étaient là, qui assumaient je veux dire, qui étaient dans le monde réel, dans le monde du travail, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est jeune, c'est jusqu'à quel âge après, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, c'est jeune jusqu'à quel âge, mais en tout cas, disons que si on reprend la tranche d'âge des mecs, des bandes de mecs de quartier qui est en général de 15-20 ans, des mecs de 15-20 ans, de quel que soit le milieu, il y en avait pas. Ouais. Je veux dire, tu vois, si on doit faire un parallèle, autant le faire avec des critères qui sont similaires, si je puis dire, tu vois. Donc des mecs des 15-20 ans de milieu rural, il y en avait pas, des 15-20 ans, ou alors peut-être des agriculteurs qui sont vraiment en galère, parce que je sais que les agriculteurs, en général, ils se lancent très jeunes là-dedans. Donc peut-être, je veux bien mettre... comment dire, je veux bien dire que peut-être qu'il y avait des agriculteurs ou ce genre de choses, mais je veux dire des 15-20 ans, je sais pas moi, de Amiens ou ce genre de choses, non, il y en avait pas plus. Je veux dire, on voyait que les gilets jaunes c'était majoritairement des personnes qui étaient dans le monde du travail, donc soit des jeunes adultes, soit des adultes tout court. Donc voilà, donc c'est juste que votre fantasme n'était pas là. Mais d'ailleurs, et pour répondre aussi à un autre point qui disait oui, mais eux, c'est parce que c'était quoi? Parce qu'ils ont pas de voiture, parce qu'ils ont pas ceci, parce que en gros. Ça. Ouais, bon. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est même pas. En fait, c'est que c'est juste que bon, la majorité des jeunes, malgré que les petits identitaires, les jeunes identitaires, ils se croient politisés, ils sont complètement cons. Mais je veux dire, ils sont pas politisés. C'est-à-dire que en plus de pas vivre, enfin parce que des fois tu te politises malgré toi, c'est-à-dire en rentrant dans le monde du travail, en voyant paf, tu te prends tel impôt, tel truc, forcément tu te politises un peu entre guillemets sur le tas. Mais je veux dire, eux ne sont pas politisés du tout. Je veux dire, ils sont pas, donc déjà du fait qu'ils soient pas dans le monde du travail et du fait que ça ne les intéresse pas. La preuve, t'avais plus de bazar pour la CAN, tu vois. Parce que ils étaient présents pour la CAN, on l'a vu. Ouais. Tu vois que les mecs étaient là pour la CAN, pour les victoires de l'Algérie. Bon, majoritairement pour l'Algérie, faut le dire, c'est une réalité. Les Algériens ne m'en voulaient pas, c'est un fait. Mais on les voyait pas dans les manifestations. Parce que en parallèle de la CAN et même avant la CAN, il y avait les manifestations de soutien au peuple algérien qui étaient dans la rue pour faire sauter en gros la junte militaire en place. Est-ce que vous avez vu des jeunes de banlieue?
il n'y avait pas de jeunes de banlieue. Tu regardes n'importe quelle vidéo, que ce soit à Paris, Marseille ou ce que tu veux, les mecs de quartier, ils en ont rien à foutre. Enfin, du moins les jeunes de 15-20 ans, tu vois. Ouais, les fouteurs de merde. Ils en ont, les mecs, voilà, qui en général viennent faire du grabuge dans les manifs, ils étaient pas là. Donc en fait, c'est même pas que les gilets jaunes, ça ne les intéresse pas, c'est qu'ils sont pas politisés. En fait, c'est des mecs qui s'en foutent. Ouais, leur seule notion en politique, c'est ce qu'on leur a appris à l'école, c'est-à-dire extrême droite, c'est le mal. Oui, voilà. Gauche, ils nous aiment bien. Droite, attention quand même, de temps en temps, ils nous aiment pas trop. Tu vois, c'est simple. Tu vois, Racisme, c'est raciste. tu vois, eux, c'est les racistes. Tu vois, c'est une façon de penser qui est très simple. Plus idéologie rap, c'est-à-dire en gros, si je peux te la mettre, je te la mets. Je veux dire c'est pas, enfin d'ailleurs pour faire le lien, c'est pas dans l'islam, ça. Hein. Je veux dire, en fait, tout ce que vous reprochez, c'est pas dans l'islam, tu vois. C'est, je veux dire, ni dans aucune religion. Je veux dire, c'est des principes purement de matérialistes, c'est-à-dire d'appât du gain. Si je peux te voler, je te vole. Tu vois, il me faut la dernière paire de TN ou je sais pas quoi. Le principe Wall Street. Ouais, c'est plus, c'est plus l'idéologie, ultra-libérale. C'est de l'ultra-libéralisme. En fait, ce que vous reprochez à ces mecs-là, je trouve à raison, c'est leur ultra-libéralisme. Mais après, faut pas coller ça. Oui, mais c'est parce qu'ils viennent du Maghreb, donc c'est des Maghrébins, donc c'est comme ça. Tu vois, c'est pas ça. Parce qu'au final, je sais pas, moi, je prends un Gérard Fauré, par exemple, et toute la clique qu'il y avait à cette époque-là. Les mecs, c'était des criminels en puissance. Gérard Fauré venait du Maghreb, c'est un Marocain. Ah merde. Ah, merde. Bon, il y avait Francis le Belge, il vient de Belgique. Ou même tous les mafieux, la French Connection, etc. Les mecs, c'était avant de les ramener à leur nationalité ou à leurs origines. Les mecs, c'était juste des mecs qui faisaient ça pour l'appât du gain, tu vois. Je veux dire. C'est comme ceux qui tiennent les terrains où ils dealent. Avant que ce soit, entre guillemets, les Noirs et les Arabes, il y avait les Portugais, il y avait les Italiens, mais ces personnes se renseignent sur l'origine, c'est pourquoi, parce qu'il y a une nouvelle population qui est venue, et donc il y a eu logiquement, tu vois, un transfert, même au niveau de ce business-là. Ouais. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont devenus plus ou moins aisés, ils ont fait de l'argent, ils ont dit, bon, maintenant, je vous laisse le terrain. Il n'y a même pas eu une chasse violente, hein, ça s'est fait de manière... Parce que les mecs sont passés à d'autres business. Ils sont passés à d'autres business, exactement. Ils passent à des mains, comme on peut voir dans Peaky Blinders, par exemple. Ça, faut connaître le délire, les terrains, tout ça, l'histoire. Mais le pire, c'est que tu vois, enfin, je veux dire, tu vois, enfin, dire que c'est limité, que les trafics, etc., sont limités aux banlieues. C'est des foutages de gueule. Je sais pas, en fait, tu vas au Japon, t'as les Yakuza, mais bon, ils sont en costard, ils sont classe, donc ça passe, tu vois. Mais je suis désolé, tu vois, je veux dire, dire que d'ailleurs, on pourrait en parler du trafic de drogue, tu vois, on pourrait en parler, tiens, tant qu'on y est, on pourrait en parler, je l'avais pas noté, mais parlons-en. Le trafic de drogue, excusez-moi, hein. Alors peut-être que vous êtes absolument pas renseigné, mais je veux dire, le trafic de drogue, pour tout le monde le sait, ou en tout cas toutes les personnes qui se renseignent un minimum là-dessus le savent. Et d'ailleurs, Gérard Fauré en parle lui aussi. Le ministère de l'Intérieur est impliqué là. Enfin bon, là, on va me dire que je suis ouf, mais disons que on va parler de l'époque Pasqua. Pasqua. Alors t'as plusieurs personnes qui en ont parlé du fait que ce mec-là, il utilisait l'argent de la drogue pour financer donc des trucs comme le truc dont faisait partie Gérard Fauré justement, Le tueur à gages, là. Comment ça... Oui, voilà, les tueurs à gages là, je me souviens plus du nom. Bon, tant pis. Bref, pour ceux qui voient de quoi je parle, mettez dans les commentaires. En gros, une espèce d'unité d'élite où les mecs voilà, c'était des hommes de main, tu vois. Mais voilà, ils se servaient de cet argent pour financer. C'est ce que Gérard Fauré dit. Hein. Il dit, il touchait pas. Par contre, il s'en servait pour financer ces trucs-là. T'avais quoi d'autre? T'avais aussi le fait que, apparemment, à ce qu'il paraît, Pasqua aurait des terrains de cannabis, enfin, en tout cas, ouais, de cannabis au Maroc. Tu vois, et que, du coup, l'argent, enfin, disons que le trafic, voilà, le transfert se ferait, on va dire, avec la bénédiction de certains services. Bon, après, ça c'est des on-dit, ou du moins de ce que j'ai jamais trouvé de preuves concrètes. C'est plus des choses qui se disent. Mais ce qu'il y a de concret, par contre,
c'est la députée, je crois que c'était une députée ou une élue des Verts qui s'était fait choper et qui avait blanchi des millions d'euros issus du trafic de drogue. Tu vois, ça existe. Tu vois, elle a blanchi elle s'appelle, alors si je me trompe pas, c'est Florence Lamblin, mais je me trompe peut-être. Mais vous tapez député écologiste, trafic de drogue sur Google, vous allez trouver direct. Millions, je sais pas, mais plusieurs milliers. Ah non, des millions. Des millions. Des millions. Limite là, j'ai envie de chercher tout de suite. On va chercher. Alors, excusez-moi, ça va prendre. Voilà, je tape Florence Lamblin, ça me sort drogue. Voilà. Florence. Une affaire de blanchiment implique une élue écolo. Donc, voilà. Alors, tac. Alors, combien est-ce qu'elle a blanchi? C'est ça qui m'intéresse. C'est combien elle a blanchi et par où c'est passé. Parce que ça je sais par où c'est passé. C'est passé par des banques suisses, la HSBC. Donc la HSBC avec les frères El Maleh. Je sais pas s'ils sont de la famille de Gad, mais en tout cas, d'ailleurs, juste comme ça, pour les pro-Zemmour, la famille de Zemmour, c'était des grands criminels à l'époque. Les frères Zemmour, qui sont des cousins d'Éric Zemmour en l'occurrence, c'était de grands criminels. Voilà, je tiens à le signaler pour les pro-Zemmour. Ah, alors, 8 des 9 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire avec un questionnement. Non, ça c'est pas ça. Bon, peu importe, mais il me semble, chercher, j'arrive pas à trouver là, mais bref. Moi, il me semble que j'avais entendu parler de plusieurs millions d'euros. De toute façon, ça m'étonnerait que des banques comme HSBC se prennent la tête pour 100 000 balles, tu vois. Je veux dire, c'est quand même des grosses banques. Je veux dire, Après, ils gèrent. Elle servait juste. En fait, elle était là juste pour masquer, pour les protéger. Je pense qu'elle prenait une bonne commission. Elle prenait un bon billet. C'était plus les autres qui voulaient rafler la grosse. Ouais, voilà. Mais tout ça pour dire que, voilà, bon, alors elle s'est fait péter parce qu'il faut faire l'exemple, mais j'imagine qu'il y en a d'autres qui doivent tremper là-dedans aussi, tu vois. C'est un exemple. On va dire, ouais, mais si tu peux pas faire une généralité à partir d'un exemple, bah, c'est pas grave. On va prendre l'exemple du trafic de drogue entre le Mexique, la Colombie et les États-Unis. Ça passait par où? Tu vois, sous Reagan, ça passait par où? Ça passait par, c'était encore fait avec la bénédiction des services américains. Voilà, pareil. On est dans le même cas de figure. C'est-à-dire que vous avez des autorités qui vont, voilà, alors c'est soit pour financer des opérations, soit pour inonder, parce qu'en l'occurrence, ils ont inondé enfin, je veux dire, c'est les premières victimes, mis à part les cercles élitistes de New York qui tapent de la coke. Je veux dire, ceux qui ont été inondés par le crack, c'est les banlieues, enfin, c'est les ghettos américains, les ghettos noirs américains, tu vois. Et ça cause quoi? Guerre de gang, tout le monde sous crack aux États-Unis, c'est de la folie, tu vois. Je veux dire, les mecs, je crois qu'il y en avait même un qui avait bouffé la tête d'un autre mec. Enfin bref, chez eux, ça fait des ravages. Vous voyez Porte de la Chapelle, bah vous multipliez par 1 million. Voilà, c'est à peu près ça l'échelle aux États-Unis. Donc voilà, vous avez cette volonté, voilà, enfin en tout cas cette action de certains services d'inonder certains quartiers de drogue parce que ça maintient la tête sous l'eau de certaines populations, ça permet aussi de se faire de l'argent pour certaines personnes, ça permet de financer des opérations secrètes comme avec Pasqua. Et dernier exemple que je vais prendre, c'était les États-Unis quand ils sont intervenus en Afghanistan. Il me semble que si je me trompe pas, l'Afghanistan, les talibans avaient interdit la production de drogue, la production d'opium, donc qui permettait de faire l'héroïne. Ils avaient interdit complètement la culture du pavot. Donc du pavot qui permettait de faire l'opium et qui permettait de faire de l'héroïne. Enfin, si je me trompe pas, je suis pas hyper calé en drogue. Et donc dès que les États-Unis sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient introduit la culture du pavot. Ouais, ça j'ai entendu parler. Tu vois. Donc à un moment donné, je veux dire, je parle de l'armée américaine. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Surtout qu'après, d'après, je crois une enquêtrice de l'ONU ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas, je crois que c'est une Italienne. Alors je me trompe. Enfin, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est une Italienne qui travaille pour l'ONU, qui avait fait une petite enquête là-dessus. Ça transite par
le Kosovo à Camp Bondsteel. Ça, je m'en souviens par contre. Camp Bondsteel, Bondsteel. Donc ça transite par Camp Bondsteel. Donc ça part d'Afghanistan avec des cargos américains. Ça arrive à la base américaine de Camp Bondsteel au Kosovo. Et ça va inonder le monde entier, tu vois. Donc encore une fois, on a 3 exemples dans 3 continents différents qui permettent de montrer que le trafic de drogue, je veux dire, c'est pas... je veux dire, en fait, c'est trop gros pour laisser ça comme ça, tu vois. Bah, pour moi, c'est aussi simple que dans le monde du bodybuilding. C'est-à-dire, le trafic de drogue, c'est inhérent au système, comme dirait Montel. C'est-à-dire, au bout d'un moment, faut se poser la bonne question, pourquoi, depuis je ne sais combien d'années, les années 50, peut-être même avant, il y a de la drogue qui circule, or que c'est interdit par la loi. Et au bout d'un moment, on va pas nous faire croire qu'on sait pas comment, par où rentre la drogue, surtout avec l'ère d'aujourd'hui où tout le monde est filmé, tout le monde est sur écoute, tu vois. Ouais, bah oui, exactement. Dites-vous bien que c'est un mal, mais c'est un mal nécessaire. Hein. Il disait ça dans le film Lord of War. Et c'est comme avec le trafic d'armes, tu vois. On sait que c'est la merde, mais il y a de l'argent. Bah, donc surtout, c'est une économie qui parallèle. le fait, à qui ça profite, quelles conséquences ça a sur qui, tu vois, c'est ça les questions à se poser plutôt que de dire il y a des mecs parce qu'ils sont là dans les banlieues, ils vendent l'année, mais qui l'achètent déjà. Qui l'achètent, hein, voilà, c'est une bonne question. Qui l'achètent. Et vers qui remonte l'argent. Exactement. À qui profite parce le qu'au final, c'est ça. Comme j'ai dit, ça, c'est une économie parallèle, parce que l'argent va où? Elle est blanchie, genre on sait pas, c'est magie. C'est rien dans les mains, rien dans les bras. Ouais, c'est ça. Je veux dire, on parle pas de 100 000 balles, 200 000 balles, même 1 million. On parle de milliards. De milliards. On parle de Je milliards. veux dire, ça peut pas disparaître comme ça. Jamais C'est comme Daesh qui vendait du pétrole, tu vois. À un moment donné, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui laissent faire, il y a des gens qui sont complices, et c'est les mêmes qui à un moment donné vont vous dire ouais non faut que ça cesse, tu vois. Ouais, parce que et vous comme vous êtes con, vous pensez que il a raison. Il pense que c'est le mec d'origine marocaine qui fait comme ça, qui va chercher chez lui le cannabis, tu vois, discrètement comme ça. Il est pas soutenu, il a rien. On parle de Zodiac ou je sais pas quoi rempli de trucs énormes, de tonnes et mais des je sais pas tonnes. si les gens se rendent compte quand on leur dit même dans des quartiers aisés comme Saint-Germain-en-Laye, des trucs comme ça, il y a des terrains, tu vois. Ouais, bah oui. C'est vous dire la tonne de produits stupéfiants qu'il peut y avoir en France. Le trafic, le trafic, il est énorme, mais les gens se rendent pas compte de ça. Et c'est tellement gros que tu peux dire, tu peux pas laisser passer ça. Je peux pas faire semblant de pas le voir. Moi, demain, je peux te démonter un trafic, tu vois. Donc si moi je peux le faire, ils peuvent te le faire, les policiers. Mais ils le font pas. Et à mon avis, c'est parce qu'ils ont des ordres de plus haut. Hein. Voilà. Ouais, c'est quand tu vois que certains élus sont, enfin excusez-moi, j'ai éternué, certains élus sont impliqués. Bon, là comme j'ai dit, ils l'ont chopé elle pour faire l'exemple, comme ils avaient chopé comment il s'appelle le banquier Madoff, tu vois. Tu vois, pour moi c'est un peu ça. Moi j'aime bien l'exemple de Madoff, tu vois, quand on me dit ouais mais regarde ils ont chopé un mec pour dopage. C'est comme Madoff, mec. Tu peux faire le lien vite fait avec Madoff. Enfin bref. Donc voilà, refermons la parenthèse sur la drogue. I feel like nothing was real until I met you. I felt like we connect and I really get you.